On peut se demander quel est l'intérêt pour la France en 1917 de relancer la bataille de Verdun, alors que la ville, le fort de Douaumont et le fort de Vaux ont été dégagés. Il y a eu les offensives qui ont été des succès du 24 octobre 1916, du 15 décembre 1916, qui ont dégagé donc les abords des forts. La réponse à cette question, donc on va la trouver dans le contexte particulier de 1917, c'est le contexte des mutineries qui ont touché les 2/3 des armées françaises après l'échec du chemin des Dames, qui aboutit au limogeage du général en chef Nivelle, remplacé par Pétain, qui lui décide la fin des grandes offensives inutiles et qu'il remplace par des offensives à objectifs limités. Quels sont les objectifs sur le terrain ? Les objectifs se situent essentiellement sur la rive gauche de la Meuse. Il s'agit de reconquérir les points hauts, le Mortum, la côte 304, et sur la rive droite, la côte du Talou et les hauteurs de la Vavrille, ce qui détermine un front à peu près d'une vingtaine de kilomètres de large, depuis Avaucourt à l'ouest jusqu'à Besonvaux à l'est. Quels sont les moyens humains et matériels qui sont engagés dans cette offensive ? Les Français vont disposer de 8 divisions en première ligne, 8 divisions en deuxième ligne et 2 en réserve. À cela s'ajoutent 3727 canons, donc c'est considérable, et également l'aviation qui est en conséquence, de façon à permettre le réglage de toutes ces pièces d'artillerie. Les Allemands, eux, disposent sur la rive gauche de 3 divisions en première ligne, 2 en réserve, sur la rive droite, 4 en première ligne et 3 en réserve. Quelle est la situation avant la bataille ? Les Allemands déclenchent de nombreuses attaques, des attaques qui sont incessantes et qui vont perturber notamment l'aménagement du terrain par les Français. On a besoin d'une réfection forte des chemins, de mettre en place des voies ferrées à voie étroite, de recreuser également les emplacements d'artillerie pour les batteries, et également on a besoin évidemment de faire monter en ligne toutes les divisions qui vont être engagées. Si bien que l'offensive va en quelque sorte connaître un retard au déclenchement d'environ un mois. Elle était prévue pour le 15 juillet et elle sera déclenchée le 20 août. Comment se déroulent les combats ? À partir du 17 août, les Français démarrent leur préparation d'artillerie, avec notamment 2 pièces de 400, qui sont des pièces d'artillerie lourde sur voie ferrée, qui vont écraser les entrées des 2 grands tunnels allemands qui sont sous le Mortum, donc le tunnel Gallwitz et le tunnel du Kronprinz, qui sont des tunnels qui sont en général des réserves d'hommes et qui abritent notamment des PC et des postes de secours. Le barrage d'artillerie va également être efficace sur les premières lignes. Donc le 20 août, à 4h40, les combats s'engagent, les Français avancent à l'abri d'un barrage roulant, et d'un seul élan, ils reprennent le Mortum, le bois des Corbeaux, les ruines de Cumières. Et en revanche, pour la côte 304, il faudra relancer l'attaque 4 jours après, 4 jours qui vont être 4 jours de pilonnage terrible, de façon à rendre la crête de la côte 304 intenable aux Allemands, et de façon à pouvoir quasiment l'occuper de façon très facile. Les choses sont claires, la bataille des observatoires est gagnée sur la rive gauche. Sur la rive droite, c'est un peu moins évident. Les Français arrivent au sud des ruines de Beaumont. Ils ont également du mal à aborder les hauteurs de la Vavrille. Et là, sur la rive droite, la bataille va s'enliser environ jusque fin novembre. En revanche, les Allemands contre-attaquent et toute perte de terrain est systématiquement
l'objet d'une tentative de reprise. Donc là, les Français continuent à être harcelés sur ce qu'ils viennent de regagner. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que pendant ces jours de la seconde bataille de Verdun, notamment le 20 août, le 2 septembre, le 4 septembre, les Allemands vont bombarder les arrières français et notamment bombarder les hôpitaux de Wadelincourt. Wadelincourt qui est aux abords de la voie sacrée en direction de Bar-le-Duc. Et là, on va avoir évidemment des morts civils, des soldats blessés qui étaient dans les hôpitaux qui vont être tués, une population absolument terrorisée, et également des pertes du côté des Allemands, parce qu'il y a dans ce secteur des baraquements qui abritent des prisonniers allemands, donc des Allemands vont également mourir sous les bombes allemandes. Donc le bilan de tout ça est le suivant. Le front du 21 février 1916, là où avait démarré la bataille de Verdun, cette ligne de front n'est toujours pas atteinte. Néanmoins, cette seconde bataille de Verdun a livré 9500 prisonniers, une trentaine de canons, une centaine de Minenwerfer, c'est-à-dire des canons de tranchée allemands, près de 240 mitrailleuses allemandes également, et le contrôle postal sur le courrier des soldats révèle que le moral remonte. Environ 73% du courrier sondé nous permet de savoir que, de nouveau, les soldats envisagent la victoire possible. Et le dernier enseignement qu'on peut tirer de ce bilan, est bien que cette seconde bataille de Verdun a mis en lumière une seconde école de Verdun, entre guillemets, c'est-à-dire avec le général Pétain comme commandant en chef, le général Fayolle à la tête du groupement des armées du centre, et le général Guillaumat, qui lui conduit la deuxième armée devant Verdun. Cette seconde école de Verdun, elle est particulièrement, on l'a vu, volontariste sur les économies d'effectifs, perdre le moins d'hommes possible. En revanche, elle est très dispendieuse en moyens en artillerie. Et là, on peut se poser la question, est-ce que ce modèle qu'on vient de voir à l'œuvre au cours de la seconde bataille de Verdun d'août 1917, est-ce que ce modèle est reproductible ?